sognerà colmi festivalea, sognerà le stelle vissalea. Cher Éric Zemmour, nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4e fois. Nous vous avons presque fait juste après Laurent Ruquier. Un immense merci d'avoir choisi Versailles à l'occasion de ce Tour de France que vous avez entamé, ville d'art et de culture qui porte en elle notre passé glorieux, ville riche de sa jeunesse et de ses familles, ville séduisante par sa beauté, sa douceur de vivre et ville aussi pleinement engagée dans le combat des idées. À quelques mois de l'élection présidentielle, votre irruption brutale dans le débat a bouleversé une campagne électorale qui s'annonçait assez atone au sortir d'un quinquennat marqué par une succession de crises qui ont révélé les immenses fragilités de notre vieux pays. J'aimerais plus particulièrement vous interroger ce soir sur des sujets sur lesquels on vous a moins entendu et qui sont pourtant cruciaux. La crise sociale qui affecte notre pays, le combat culturel, la nécessaire reconstruction de l'école et le réarmement moral de notre vieille nation. Mais pour débuter, j'aimerais que vous vous présentiez mieux à notre public qui ne vous connaît que par les descriptions souvent outrancières, voire insultantes, dont vous êtes régulièrement l'objet dans les médias et qui parfois aussi en vient à vous imaginer sous des traits qui ne sont pas les vôtres. Alors, cher Éric Zemmour, comment devient-on ce Français si éperdument amoureux de son pays lorsque l'on est de confession juive et que l'on a ses racines au sud de la Méditerranée ? N'y a-t-il pas une forme de contradiction entre votre expérience personnelle, preuve d'une assimilation parfaitement réussie, et votre dénonciation de l'impossible intégration française de ceux qui sont venus d'autres cultures ? Ah, je ne crois pas du tout. Au contraire, je pense que... Enfin, je vais répondre. D'abord, je voudrais saluer tout le monde ici. Je voudrais vous dire la joie que j'ai. Je suis un habitué de Versailles maintenant. Je pense que je vais m'installer ici.
Non, vous inquiétez pas, je vais pas m'installer au château non plus. Hein. Non mais vous avez la lanterne qui est pas très loin, Éric Zemmour. Non, je suis mégalo, mais il y a des limites, je me prends pas encore pour Louis XIV. Donc, je voudrais vraiment vous remercier de cet enthousiasme, de cette chaleur, de votre vraiment de cet accueil aussi Mick Jaggerien, je dirais. Et donc, voilà, je vais répondre aux questions. Je vais essayer d'être ne pas être trop long, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions, donc je me méfie. Et donc, vous commencez par le commencement, si j'ose dire, c'est-à-dire l'enfance. En fait, il faut bien comprendre que j'ai eu une enfance très banale. C'est-à-dire que mon enfance, dans les années 60, en France, en banlieue parisienne, avec des gens qui venaient, comme vous l'avez dit, du sud de la Méditerranée, qui venaient d'Algérie, avec des gens de confession juive, mon grand-père était très pratiquant, et donc, vous savez, c'était les patriarches d'avant, donc tout le monde devait suivre à la lettre, donc on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas discuter, de toute façon. Et c'était pas très original. C'est-à-dire que vous me posez la question, comment on devient comme ça un Français aussi amoureux de la France? Mais mon père était déjà amoureux de la France, mon grand-père était amoureux de la France. J'entendais mon grand-père se lamenter sur les massacres de 14-18. On était dans les années 60 et pestait contre vous voyez, il avait quitté l'école à 11 ans. Hein. Mais c'était, si vous voulez, mais franchement, je vous assure, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais c'est ce que je dis souvent quand on m'insulte à la télévision. Le modèle que je défends et les idées que je défends, c'était d'une banalité confondante entre, si vous voulez, il y a des immigrés en France à partir de 1860 pour le Second Empire et le début de la Révolution industrielle jusqu'aux années 60 du XXe siècle. Donc pendant un siècle, tout ce que je dis était banal. Le génie maléfique de la gauche, ça a été de rendre cette banalité qu'elle avait inventée elle-même, parce que tout ça vient des Républicains, on en reparlera si vous voulez, mais qu'elle avait inventée elle-même comme quelque chose de profondément pervers et quasiment nazifié. C'est la grande perversité de notre époque. Donc, vous me dites, comment on devient ça? On devient rien, on est français, on aime la France, on va à l'école, on apprend l'histoire de France, on apprend Jeanne d'Arc, on apprend Saint-Louis, on apprend Bonaparte, on apprend, voilà. On rentre à la maison, on regarde la télévision au RTF de l'époque et on regarde des feuilletons sur Napoléon, la Révolution, etc., les brigades du Tigre avec Clémenceau, Schumeister, espion de l'empereur, vous voyez, c'est les feuilletons qu'on regarde. Donc en fait, ça continue. On regarde des adaptations des Illusions perdues. Moi, j'ai déjà raconté ça. Hein. J'ai 12-13 ans et je vois une adaptation des Illusions perdues avec Yves Régnier, je me souviens. Et je trouve ça tellement extraordinaire que je dis à ma mère, je veux ce livre. Elle m'achète le livre. Si vous voulez, il y a un continuum. Il y a un continuum entre la famille, l'école, la télévision, les parents. Je vous assure, ça paraît fou aujourd'hui. Après la désagrégation totale de la société française que j'ai décrite dans Le Suicide français. Mais à l'époque, ça nous paraît banal. Il y a on ne disait pas une cité, on disait, oui, c'était une résidence, c'était plus chic. Mais enfin, c'était à Drancy quand même. Dans ma résidence de Drancy, il y a des enfants de l'immigration italienne, espagnole, nous les pieds noirs. Il y a, enfin, déjà, je dis nous les pieds noirs. Déjà, c'est une approximation. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas pieds noirs au départ. On est juifs, berbères. On est là depuis 1000 ans en Algérie. Les Arabes nous ont déjà colonisés. Ils oublient, mais c'est eux qui nous ont colonisés. La blague de mon père, c'était l'Algérie et là, moi. J'étais là avant tout le monde. Il a raison, il était là avec Saint-Augustin. Je veux dire, vous voyez, c'est ça l'Algérie. Bon, bref. Donc, après, il y avait eux, et puis il y avait des gens, des Français depuis 1000 ans. Il y avait des gens qui s'appelaient Minot, il y avait des gens qui s'appelaient Martin.
Et tout ce petit monde vivait, je ne veux pas faire de reconstitution idéalisée, mais tous ces gens vivaient harmonieusement parce que, tout simplement, c'est pas qu'on était meilleurs qu'aujourd'hui, mais parce qu'on avait la même culture. En fait, c'est l'école aussi qui Évidemment, a tout appris. l'école pas aussi, l'école d'abord. Enfin, en vérité, les parents d'abord, parce que les parents, si vous n'appreniez pas ce qu'il fallait, si vous ne travailliez pas, vous étiez sévèrement sanctionné. Et puis l'école, en fait, il y avait une rencontre. Mais l'école, évidemment, qui nous apprenait. Moi, j'ai connu les dernières années de la Troisième République, en vérité. On était sous la Cinquième, mais c'est les dernières. C'est-à-dire que j'ai connu le aime la France parce que l'histoire l'a fait grande et la géographie l'a fait belle. J'ai connu les livres, les derniers livres avant la grande révolution des années 70. Alors justement, vous parlez de vos parents, parce qu'on rentrera plus tard dans le débat de fond sur l'école. Vous parlez souvent avec émotion de votre mère que vous trouviez si aimant, d'ailleurs si jolie, vous en parlez souvent. C'est pas moi qui l'a trouvé si jolie. Hein. De votre père courageux, travailleur, qui dirigeait une société d'ambulance à Paris. Alors quelle a été la place de vos parents justement dans votre éducation? Quelle a été la place de votre famille? De qui finalement vous tenez cette incroyable pugnacité qui vous habite? Mais d'abord, c'est l'Algérie, on est un peu fou, vous savez. C'est des gens un peu nerveux, donc le soleil leur a tapé sur la tête et ils sont connus pour être des guerriers féroces. J'ai découvert, grâce aux pamphlets qui sont écrits contre moi, je découvre des choses, c'est toujours intéressant, que mes lointains ancêtres étaient des espèces de seigneurs de la guerre qui faisaient payer un tribut. Même le roi du Maroc évitait la région. Donc quand on est arrivé à Paris, évidemment, on est des barbares romanisés. Hein. Donc voilà, on est des barbares romanisés. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on vient de terres âpres, vous voyez, de terres dures, où il faut bien comprendre qu'avant la France, c'était la misère, la misère, la misère. C'est pas une chanson de Coluche. C'était le typhus, le choléra, quand les mecs s'en sortaient et quand ils arrivaient à grandir. Je ne vous parle pas de mon enfance, hein, évidemment, hein, c'est les enfances en Algérie, avant la France. C'est la France qui a séché les marais, voilà. Et donc quand j'étais enfant, si vous voulez, on avait une vie assez, encore une fois, assez banale. Éducation assez stricte? Mais qui ne sont pas assez strictes, très strictes. Non mais c'est vrai, c'était... Je m'en prenais des sacrés, parce qu'en plus, moi, j'étais insolent. Donc, c'est marrant, ça étonne personne. Donc, j'avais pas ma langue dans la poche et je répondais à tout le monde, adulte ou pas adulte. Donc, évidemment, parfois, je m'en prenais des sacrés. En plus, j'étais très indiscipliné à l'école, donc ma mère a été convoquée. C'est là que j'ai compris qu'elle était jolie, parce qu'il y avait tout un essaim de gamins autour quand elle venait convoquée par moi. J'étais pas vraiment, je faisais pas le mariole. En fait, non, ils étaient très stricts sur l'école. Il fallait que si j'étais pas premier de la classe, j'étais vraiment mal vu. Donc j'ai été élevé comme ça. En fait, vous savez, c'est un mélange de culte du livre très juif et de culte de l'école très français. Et le mélange, eh ben, ça donne la façon dont on a été élevé. C'est-à-dire que c'est double peine, quoi. C'est tu lis et tu lis. Et voilà, donc oui, c'est sûr que là, il n'y a pas de problème de coexistence entre les cultures. Hein. C'est la même, donc voilà, tu tapes dessus et tu dois lire et être le meilleur en français, et voilà. Et donc vous êtes aussi exigeant avec vos propres enfants que vos parents ont été avec vous? Vous savez, je vais vous dire, pour mon époque, j'étais un monstre d'exigence. Mais par rapport à mes parents, non, j'étais pas aussi exigeant qu'eux. Mais vous savez, tout est relatif, en fait. On se réfère toujours à notre époque. Vous connaissez la phrase célèbre, on est plus les enfants de notre génération que de ses parents. Il y a du vrai là-dedans. Et donc, on ajuste par rapport à ce qui est acceptable par l'époque. Et je passais souvent pour un monstre.
Oui. Alors, au-delà de l'éducation que vous avez reçue, que vous avez donnée à vos enfants, c'est vrai qu'on a besoin aussi de savoir qui se cache derrière le phénomène médiatique Zemmour. Moi, en lisant votre livre, je reconnais que j'étais assez frappé parce que vous avez souvent un ton qui est quand même très ironique, cruel, voire même parfois méchant. Alors, derrière cette dureté apparente, quel personnage se cache? Un macho ou un homme galant? Celui qui cultive ses réseaux par intérêt ou un ami fidèle? Un athée invétéré ou un homme de foi? D'abord, je vais vous dire, en fait, je suis d'abord un homme qui s'est forgé par les livres. C'est-à-dire ce que vous trouvez méchant, moqueur, etc., c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature française. Moi, je me suis imprégné de ça. Et quand je lis Victor Hugo, Flaubert, Chateaubriand, je m'imprègne de ça. Je suis une éponge. Je suis d'abord constitué par mes lectures. Et comme ça fait 50 ans que je passe mon temps à lire, vous voyez, ça ressort comme ça. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, pour répondre précisément à vos questions, je suis, encore une fois, ni macho ni spécialement galant. Je suis l'homme de ma génération, l'homme de mon éducation. Oui, chez moi, on ouvre les portes aux femmes. Ouais. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi j'ai été élevé comme ça. Oui, on pense qu'un homme doit protéger une femme. Oui, on pense qu'une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. Mais encore une fois... mais... La galanterie... Apparemment, à part dans cette salle, c'est criminel de penser ça. J'ai lu maintenant, c'est la toxicité masculine. Je savais pas, mais bon, on est toxique, on est tous, mais vous aussi, vous êtes toxique, hein, croyez pas. Hein. Oh là là, pas du tout. Ça viendra. Hein. Donc voilà, bon, je pense que, en plus, moi j'ai un gros défaut par rapport à la classe politico-médiatique d'aujourd'hui. J'écris mes livres. Donc évidemment, après... on lit mes livres, donc on va chercher des phrases. Ah, ça peut pas arriver à Valérie Pécresse, ça c'est sûr que... C'est vrai que vous êtes très très dur avec le personnel politique, notamment des Républicains dans votre ouvrage. C'est pas moi qui suis dur, c'est pas moi qui suis dur. C'est pas moi qui suis dur, c'est eux qui sont durs avec eux-mêmes, je vous assure. Enfin... Vous savez, je raconte dans le livre une réflexion que m'a faite Nolo quand on était chez Ruquier. Ça m'a frappé beaucoup, je l'ai noté dans le livre, parce qu'on avait eu une semaine où Lionel Jospin était venu. Et j'avais sué sang et eau. Et vraiment, c'était un combat âpre, c'était vraiment très dur. Et bon, et je raconte que Nolo avait regardé ça avec un petit sourire. Et la semaine d'après, le hasard fait bien les choses, on avait Valérie Pécresse. Et après l'émission, il me dit, tu vois, voilà la différence. Avec les vieux, c'est toi qui as peur. Avec les jeunes, c'est eux qui ont peur. Mais alors, est-ce que c'est compliqué pour vous d'avoir encore des amis quand même? Parce que vous êtes tellement présenté comme le diable. Comment vous faites pour vivre avec ça? Vous êtes à la fois aimé, disons-le, adulé. Vous avez parlé de mon enfance tout à l'heure. J'ai trouvé une très belle phrase de Philip Roth, l'écrivain américain, qui dit « Celui qui, dans son enfance, est aimé par sa mère est un conquistador ». Donc, franchement, on me pose souvent cette question, mais comment faites-vous et tout. Vous continuez à avancer. Non, c'est pas ça, mais je m'en moque. Je vous dis la vérité, je m'en moque. Pour la plupart, ils sont tellement prévisibles, assez minables en fait. Moi, j'aime quand il y a un vrai débat, quand il y a une vraie opposition, quand il y a un type intelligent en face et que... Vous aimez Mélenchon alors qu'il est quand même très dur avec vous. Hein. Ben, il est très dur, mais au moins, au moins c'est agréable de débattre avec lui. Moi, je préfère ça. Je préfère ça à un type qui s'écroule au bout de 5 minutes. Alors... Et puis, je vais vous dire, je pense que au moins, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit hors du débat, sa créolisation, son nouveau concept là, à la noix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il admet
que la démographie est en train de faire l'histoire et que le grand remplacement est en train d'avoir lieu. Et lui, il s'en réjouit. Grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Il a oublié le sort des communistes iraniens qui ont préparé la révolution de Khomeini. Il finira comme ça, ou peut-être qu'il sera déjà mort. Mais pour le reste, au moins, on part des mêmes bases. La démographie, c'est le destin. Après, moi, j'essaye d'arrêter cette invasion migratoire et ce basculement civilisationnel. Lui, il prépare sa place de dhimmi. On en parlera un peu plus tard d'ailleurs. Alors, juste pour finir sur votre personnalité, Éric Zemmour, dans votre livre, vous faites une description de Giscard d'Estaing, du président Giscard d'Estaing, comme étant celui pour qui vous aviez vraiment le plus grand respect, parce qu'il avait une immense intelligence, et donc c'était le seul finalement qui avait vraiment endossé le costume de chef d'État. Alors, quels sont pour vous les traits de caractère indispensables d'un chef d'État, et comment peut-on passer du statut de star médiatique parisienne, ce que vous êtes un peu quand même, à celui de président de la République ? Pour moi, un chef d'État, il y a une très belle phrase, et je n'ai pas l'habitude de faire son éloge, dans le dernier livre d'Édouard Philippe. Édouard Philippe dit, un président de la République, c'est quelqu'un qui ne prend pas un nombre immense de décisions, mais qui trace une ligne claire et qui vérifie que les décisions qui sont prises par d'autres que lui s'y conforment. Moi, je pense que c'est la meilleure définition. Je pense que le général de Gaulle, c'était ça. Georges Pompidou, c'était ça. Même Valéry Giscard d'Estaing, vous avez vu le portrait que je fais de lui. J'ai beaucoup de critiques sur le fond. C'est-à-dire que je pense qu'il a été, mais c'était intellectuellement voulu et conceptuellement pensé, il a été celui qui a cru que l'histoire était finie et que nous étions dans une nouvelle ère parce qu'on s'était débarrassé de nos vieux conflits avec nos adversaires millénaires, l'Angleterre et l'Allemagne, et que donc comme nous étions en paix avec nos voisins et adversaires séculaires, on pouvait passer à autre chose et le bonheur, la quête du bonheur individuel serait le nouveau Graal de la politique. Alors que De Gaulle disait encore, je crois, je ne sais plus qui, le bonheur, c'est pour les imbéciles en politique. Vous voyez la différence d'univers. Bon. Si vous voulez, De Gaulle est près de Churchill et Giscard est près de Kennedy. C'est deux mondes, deux époques. Mais il n'empêche qu'il l'avait conceptualisé. Pour moi, un président, c'est ce que dit Édouard Philippe. Il a 2, 3 grandes lignes, il sait où il veut aller, mais il n'est pas obligé de mettre les mains dans le cambouis tous les jours. Ça, c'est une vision dévoyée du président. Vous connaissez le mot de Borloo sur Nicolas Sarkozy, le mot le plus drôle sur Nicolas Sarkozy, qui disait « c'est le seul type qui s'est fait élire président de la République pour devenir Premier ministre ». C'est un mot très juste, mais qui pourrait s'accorder à Emmanuel Macron. Donc pour vous, la rupture, elle date de Nicolas Sarkozy. C'est lui qui était un président hyperactif. Oui, ça avait commencé avant, mais c'est surtout le quinquennat, pour être honnête. Je pense que le quinquennat, j'ai voté contre, je suis assez fier avec le recul. Je pense que le quinquennat... Oui, il faut applaudir parce qu'effectivement, on n'était pas nombreux. Hein. Le quinquennat a été une catastrophe. Mais bon, en même temps, est-ce que les présidents avaient le niveau des anciens? Je ne suis pas sûr non plus. Vous savez, quand Giscard, peu de temps avant sa mort, a vu Macron, il lui a dit « Vous êtes brillant, vous auriez mérité de servir un grand président. » Vous avez en plus des talents d'imitateur incroyables. Hein. C'est pas dur, Giscard. Et donc, pour moi, un président, c'est ça. C'est celui... Et d'ailleurs, si vous voulez, pour répondre à votre question, je ne sais pas si je passerai de l'un à l'autre, ce que vous avez décrit, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que depuis un mois, j'essaye, et je crois que j'ai en partie réussi, de mettre le sujet, de mettre le débat au niveau présidentiel. C'est-à-dire, en tout cas, pour moi, une présidentielle, ça parle du destin de la France. Ça parle de la France à 20 ans. Qu'est-ce que doit devenir la France? Je pense que je fais ça. Et d'ailleurs, vous voyez les autres politiques qui me disent « Ah, mais
Ah, mais qu'est-ce qu'il fait Oh, il comprend rien, il sait pas ce que c'est. Je vais pas la citer encore, mais la politique, c'est faire. Ben non. Ben non, le président de la République, ce n'est pas faire. Alors, C'est savoir que faire. C'est pas exactement la même chose. alors, candidat, Éric Zemmour, Passons à autre chose. question de joker. Alors, on va maintenant rentrer dans le fond. La Startup Nation de 2017 finit en EHPAD Nation en 2022 au sortir de cette crise sanitaire qui a durablement fragilisé les esprits, à défaut d'avoir finalement détruit économiquement notre pays, qui s'en sort probablement mieux que prévu à coût de milliards d'euros de subventions publiques. Cela suffira-t-il néanmoins pour se relever durablement d'une politique qui a consisté à sacrifier pendant 2 ans les enfants, les jeunes, les actifs au profit des retraités ? Alors, grande question que cette épidémie et que nos réactions. D'abord, moi je vais vous dire, j'ai une conviction. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord. Je pense que rien ne se serait passé comme ça s'est passé si l'origine n'avait pas été chinoise et si on n'avait pas tous imité un pouvoir communiste totalitaire. Je suis convaincu de ça. D'ailleurs, j'ai déjà dit à la télévision que je considérais que c'était la marque que décidément la Chine allait influencer le monde entier pendant tout le XXIe siècle. Je fais référence évidemment aux États-Unis d'après la Première Guerre mondiale. Très vite, les meilleurs esprits, c'est-à-dire Paul Morand, Paul Valéry, Robert Aron, comprennent très vite, dès 1920, que les États-Unis sont la grande puissance à venir et qu'ils vont imposer leur modèle culturel au monde entier. Je pense que nous vivons un moment comparable avec cette épidémie et la Chine. Et que le fait qu'on imite tous la Chine, confinement, enfermer des gens pendant des mois pour un virus qui certes est mauvais et qui certes, évidemment, chaque personne morte est un drame, mais qui tue une quantité infime par rapport à d'autres épidémies phénoménales qu'on a connues dans le passé. Et d'autres maladies aussi, d'ailleurs. Et d'autres maladies. Donc là, il y a une surréaction qui tient vraiment à l'influence de la Chine et évidemment au système médiatique tel qu'il est devenu. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que il y a, je pense, pour la France, un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience de notre tiers-mondisation. Moi, je suis convaincu de ça. Et je n'emploie pas ce mot au hasard. On pourrait développer ce terme de tiers-mondisation, c'est-à-dire un mélange d'appauvrissement, de déclassement et une espèce d'irrationalité, vous voyez, du débat. Ce mélange vraiment de tiers-mondisation. Et je pense que les Français ont vraiment pris conscience, là, du déclin de notre pays. Alors, tout peut paraître anecdotique. Les masques, les respirateurs, enfin tous ces manques qu'on a connus, je ne vais pas vous refaire l'histoire. L'hôpital, les lits d'hôpital. Le système social, le système de santé français qu'on croyait le meilleur du monde, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique parce que ça nous mènerait jusqu'à minuit. Siba Tendai qui dit qu'elle ne sait pas mettre un masque, ça pour moi, ça sera le résumé de toute cette histoire. Parce que même moi qui suis le plus malhabile des hommes, je sais mettre un masque. Donc c'est dire où on en est. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le... Mais il y a deux choses. Il y a le mélange de pathos, de pseudo-lyrisme et de brutalité. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre 6 fois. 6 fois. Grotesque. Oh, grotesque. Au moins François Hollande, quand il a dit « nous sommes en guerre », c'était après le Bataclan. Là, il avait raison. Oui, c'était un acte de guerre. Mais franchement, être en guerre contre un virus,
c'est d'une bêtise crasse, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc ça, et puis ensuite, les injonctions contradictoires permanentes, ouais, je passe. La troisième chose maintenant, c'est comment on le reçoit nous. J'ai beaucoup lu des choses sur on ne supporte plus la mort, j'ai beaucoup lu ça. Bon. Ce qui est vrai, c'est que, j'en ai discuté avec des médecins d'ailleurs, c'était assez intéressant, on a beaucoup comparé à la grippe hongkongaise de 68. Mais j'ai un ami médecin qui m'a dit, mais en 68, il n'y avait pas de respirateur artificiel. Ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, en fait, les gens n'acceptent plus de ne plus être soignés avec les moyens les plus modernes et les logiques. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a changé notre rapport à la mort? Je sais que j'ai beaucoup lu ça. J'ai beaucoup lu que les gens n'acceptaient plus la mort, etc. Moi, je ne suis même pas sûr de ça. Je pense surtout qu'il y avait un décalage entre ce que les Français pensaient naïvement, c'est-à-dire on a un bon système de santé, donc c'est pas une maladie si terrible que ça, et donc on va être bien soigné, et le regard éberlué qu'ils ont porté sur mais c'est ça la France. Et je pense que c'est vraiment ça. Les gens ne croyaient pas à cela, ne croyaient pas leurs yeux. Au début, vous vous souvenez que ça a commencé avec l'Italie en Europe, on a rigolé, comme d'habitude avec les Italiens, on est d'une bêtise avec les Italiens crasse, on se moque toujours des Italiens. Ils se débrouillent souvent beaucoup mieux que nous. Mais ça fait rien, on a dit, ouais, c'est les Italiens. Il y a aussi le phénomène médiatique quand même qui a épouvanté les gens. Mais bien sûr, le Salomon tous les soirs sur les chaînes info. Ça, on s'en souvient, ça c'est sûr qui égrène le nombre de morts. Mais ça confirme ce que je dis toujours. C'est-à-dire que nous vivons à une époque où la puissance de feu de la propagande officielle, et officieuse d'ailleurs, est sans commune mesure avec ce que nous avons connu dans le passé. Au point d'avoir carrément abandonné nos vieux et nos personnes âgées dans... Alors c'est très paradoxal. En même temps, on les abandonne, et en même temps, on enferme tout le monde pour les protéger. C'est le « en même temps » macronien. Voilà. Alors, passons à cette crise sociale que vit notre pays, qui s'illustre par l'accélération de l'appauvrissement économique des classes populaires, la fameuse France périphérique dont vous parlez souvent, mais aussi par l'éclatement de la cellule familiale, la montée de la violence. Quelles sont selon vous les différentes causes de ce mal qui ronge les sociétés occidentales? Alors, c'est les sociétés occidentales, mais plus particulièrement la France. Société occidentale, oui, l'analyse de Guy Lui est indépassable, c'est-à-dire que il y a dans tous les pays occidentaux un phénomène de métropolisation, les flux mondiaux ne passent que par les métropoles, et donc il y a toute une partie de la population qui est marginalisée et qui est éloignée des centres où est diffusée la richesse mondiale, les métropoles, qui ne peuvent pas y vivre parce que c'est trop cher, qui ne peuvent pas vivre non plus à proximité dans les banlieues. C'est là qu'on vivait ailleurs, avant. Quand on n'était pas très riche, on vivait à proximité dans les banlieues et on pouvait aller travailler en ville, dans la grande ville. Mais aujourd'hui, deuxième phénomène, l'immigration qui a chassé les Français des banlieues et donc les Français des classes populaires qui sont obligés d'être à 100 km. C'est les fameux gilets jaunes. Donc en fait, et nous, on a un phénomène spécifique en France qui peut d'ailleurs être rapporté de certains coins des États-Unis et du nord de l'Angleterre, c'est-à-dire la désindustrialisation. La désindustrialisation a fait que les gens qui étaient déportés à 100 km à cause de l'immigration de la banlieue, en plus ne trouvaient pas de travail parce que les usines qui étaient là n'étaient plus là. Et que les usines n'étaient plus là pour deux motifs essentiels, enfin trois. Le premier, l'entrée de la Chine couplée avec une politique de franc fort et de puits d'euro fort pour la productivité française, hein, pas pour les Allemands évidemment, avait laminé l'industrie française. Deux, le poids des charges sociales énormes avait poussé les grands groupes à délocaliser ailleurs. Et si vous voulez, là, on avait une désindustrialisation complètement incroyable qui n'a pas d'équivalent en Europe. C'est-à-dire que, vous connaissez tous les chiffres,
la richesse, la part de l'industrie dans le PIB en France est tombée de 20 à 12 ou 13, et en Allemagne, c'est 24%, et en Italie, c'est aussi entre 20 et 24%. Donc les Italiens et les Allemands, malgré la mondialisation, ont maintenu leur tissu industriel, pas nous. Pour 2 raisons. La première, nos élites, toujours plus intelligentes que les autres, qu'ils étaient persuadés que l'industrie était dépassée et qu'il n'y avait plus que l'ère des services. Et deuxièmement, parce que nous avons payé notre fameux modèle social à crédit pendant 20 ans et sur le dos des entreprises et de l'alourdissement permanent des charges sociales et des charges sur les entreprises. Et ce modèle social, pourquoi il est devenu absolument insupportable? Pour, là aussi, plusieurs raisons. La première, c'est que si vous voulez, les Français, globalement, travaillent moins que les autres. Je dis bien globalement, c'est-à-dire que les jeunes rentrent trop tard dans la vie professionnelle, les vieux sortent trop tôt. Quand je dis les vieux, je me mets dedans, évidemment. Je préfère d'avance. Et ça, c'est une première chose. Donc, il y a moins d'activité, donc il y a moins de richesse, et donc il y a moins de bases imposables. 2, parce que c'est souvent mal géré, il y a une fraude sociale énorme, que Prats évalue, vous savez, le fameux magistrat, autour de 50 milliards. Et 3, parce que notre modèle social est ouvert aux 4 vents, et que le monde entier vient se faire soigner, se faire rembourser, prendre nos subventions, etc. Le monde entier. Et donc on arrive à des dépenses sociales qui avoisinent les 750 milliards, 30% du PIB. Et donc tout ça doit être payé soit par les entreprises, charges sociales, et les salariés d'ailleurs, soit par la dette. Et on plonge comme ça depuis 20 ans. On devient de moins en moins compétitif. On sait que, si vous voulez, il y a un déficit, on a un déficit commercial. On n'a pas été en excédent commercial depuis 2005. Et depuis, ça s'alourdit. Ça finit, au début, moi je me souviens, il y a 20 ans, on disait on a un déficit commercial, mais c'est pas grave parce que notre balance des paiements est excédentaire et qu'ainsi on compense avec les services, avec le tourisme, etc. En vérité, c'est plus le cas. Et donc on a également des déficits de balance des paiements qui s'aggravent. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à force d'avoir des déficits de balance des paiements, on a ce qu'on appelle la position extérieure nette, qui est la somme de ce qu'on possède sur les autres et de ce qu'on est possédé, si j'ose dire, qui est en grave déficit. On atteint aujourd'hui les 695 milliards, 30% de notre richesse nationale, qui est détenue par les autres. Et on est en négatif. Pour vous donner une idée, l'Allemagne, elle, est en positif de 2700 milliards d'euros. Vous voyez, là, c'est plus un gouffre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour se vendre aux autres. Les autres nous achètent petit à petit. Et c'est ça le drame, c'est ça l'appauvrissement. Vous voyez, c'est un des éléments majeurs. En fait, les Français ont compris, au hasard d'une crise, une épidémie, l'étendue du déclin. Oui, alors vous décrivez, enfin vous avez fait une démonstration économique très claire dont je vous remercie parce que rarement je comprends pas bien ce genre de démonstration, mais là c'était très clair. Merci. Mais je voulais surtout que vous nous parliez de la souffrance sociale qui remonte quand même à de nombreuses années et qui probablement trouve ses racines aussi dans peut-être est-ce que la culture du matérialisme, dans la culture de l'individualisme. Là-dessus, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord un appauvrissement matériel. Vous savez, en 1980, la richesse nationale par habitant française était supérieure à l'allemande et à l'américaine. Donc pour être heureux, il faut être riche. 40 ans plus tard, on est le même chiffre, la richesse nationale par habitant, est inférieure de 15% par rapport aux Allemands et de 40% par rapport aux États-Unis. Donc il y a un appauvrissement matériel. Avant de parler d'immatériel, de spirituel, on va en parler, hein, mais d'abord il y a ça. Et il y a un appauvrissement, c'est la fameuse tiers-mondisation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un des éléments de la tiers-mondisation. Et deuxièmement, là vous avez raison, évidemment il y a un appauvrissement spirituel, il y a une déchristianisation, il y a une matérialisation, il y a le fait que tout passe par la consommation. Mais vous savez, ce n'est pas une critique neuve.
On entend ça depuis les années 50, 60. Et même, on entendait ça dès les années 20, 30, avec le fameux modèle américain. Le livre de Robert Aron s'appelait « Le cancer américain ». Déjà, on critiquait, c'est plutôt une critique de droite d'ailleurs, et très justifiée. Déjà, on critiquait le matérialisme et le fait qu'il y ait une perte de sens spirituel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La dégrégation de la famille, exactement, etc., etc. L'individualisme, les ravages de l'individualisme. Mais cette critique, elle n'est pas neuve, c'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut dire qu'elle n'est pas neuve. Aujourd'hui, je pense qu'il y a autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a mais on va en parler peut-être après, il y a une remise en cause des fondamentaux, des structures les plus évidentes, c'est-à-dire la famille, mais aussi le sexe, masculin, féminin, la patrie, etc. Donc vous voyez, je pense que c'est cette remise en cause-là qui désarçonne et qui déstabilise les gens, plus que l'individualisme, le consumérisme. Franchement, ça fait 50 ans qu'on entend ça. Vous voyez, donc je dis pas que c'est bien. Hein, Non, c'est vrai, mais quand on dit que la France est le premier pays consommateur d'antidépresseurs en Europe, ça remonte pas à la crise de Covid-19. Donc c'est quand même un problème. Non, ça date pas du Covid-19. Vous avez raison. Je suis pas sûr que ça soit lié non plus. Je vais vous dire. Je vais peut-être pas aller dans le sens du poil de la salle, mais je ne suis pas sûr que ça vienne seulement. Je dis bien seulement, parce qu'il est évident que les destructions familiales sont pesantes pour les gens, en particulier pour les enfants, etc. Je suis tout à fait... je n'en disconviens nullement. Mais je pense que quand on dit, par exemple, vous savez, on se gausse toujours les Français sont les plus pessimistes, après les Irakiens, vous voyez, on entend ça beaucoup dans le discours médiatique et des élites. Moi, je vais vous dire, je pense, mais c'est ma grille d'analyse, je pense que les Français ne sont pas malheureux dans leur vie personnelle. Ils sont inquiets pour leur pays. Je pense vraiment que ce qui les rend terriblement pessimistes, c'est le sort de leur pays. Et ils craignent vraiment que leur pays disparaisse, qu'il soit remplacé par une autre civilisation, par un autre peuple. Moi, je pense que c'est ça qui les rend très pessimistes. C'est la phrase, vous savez, de Pierre Nora, l'historien, les Français... savent qu'ils ont un futur, mais ils pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est ça que nous devons combattre. Et je pense que c'est vraiment dans ça qu'il y a ce pessimisme français. Ce pessimisme français, il est une angoisse sur la France. Oui, alors... Justement, en parlant d'angoisse et de pays qui s'effacent, on a une nouvelle mode qui est arrivée en France, la fameuse culture woke. On court toujours derrière les modes américaines, qui consiste à détruire à marche forcée tous les fondements culturels d'un pays. Alors nous, en France, on a de quoi être inquiet, parce qu'avec notre passé colonial et une forte immigration de fraîche date à intégrer, c'est quand même un poison mortel qui nous menace, non? Alors ça, je pense effectivement, si vous voulez, pour répondre, faire le lien entre la précédente question et la nouvelle, il y a une double peine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui, comme, si vous voulez, il y a une désindustrialisation, il y a des charges sociales trop importantes, on ne peut jamais augmenter le salaire net en France. Moi, je suis très frappé qu'en France, le salaire net soit aussi faible par rapport au salaire net allemand, par rapport au salaire net suisse. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Oui. Alors, évidemment, ils travaillent, je vous dis, plus nombreux. Ils partent à la retraite plus tard. Et ils ont plus d'entreprises, ils ont gardé leur industrie. Donc vous voyez, il y a un appauvrissement des gens, et donc effectivement une misère matérielle, et il y a effectivement la culture woke qui vient par-dessus, qui est omniprésente par tous les canaux de la propagande, c'est-à-dire la télévision publique, la télévision en général, les affiches dans la rue, le cinéma. C'est une propagande tous azimuts, et qui nous explique que la France est coupable de tous les crimes de l'humanité. Ils font la même chose aux États-Unis, hein, je vous rassure, hein, et en Angleterre. Et j'ai même découvert cet été, je lisais un livre sur l'Espagne, c'est la même chose aussi en Espagne. Donc c'est vraiment l'Occident. Donc la France est coupable de tous les crimes de l'humanité, elle doit se repentir sans cesse. Et tout ce qui était considéré comme les choses les plus stables du monde,
Je disais tout à l'heure un homme, une femme. Là, ce n'est fini. Tout doit être mouvant, fluide, remis en question. Ça, c'est une vraie souffrance pour les gens. Parce qu'en plus, vous savez, on dit aujourd'hui que 20% des enfants ne savent pas s'ils sont des garçons ou des filles. On m'a beaucoup reproché d'avoir été violent avec Jean-Michel Blanquer. Moi, j'estime que c'est lui qui, en cédant à cette folie du transsexualisme pour les enfants, est très violent. On va en parler juste après. Mais ça fait partie de la culture woke. Ouais. Si vous voulez, la culture woke, fameux éveillé, là, ça devrait vous parler. Bah, nous sommes des éveilleurs, nous. Voilà, ils vous ont copié. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine à culpabiliser l'homme blanc, hétérosexuel, catholique ou protestant aux États-Unis. C'est une machine. Et pourquoi on veut le culpabiliser ? On veut le culpabiliser pour qu'il soit tellement plein de culpabilité que la seule façon de se débarrasser de cette culpabilité, c'est de se débarrasser de sa culture, de sa civilisation, et de se soumettre à une autre culture, à une autre civilisation. C'est ça le but du jeu. Le but est là. Le but n'est pas... Il est lié au grand mouvement démographique de migration. Tout ça est lié. On veut culpabiliser l'homme blanc, hétérosexuel, pour qu'il accepte son remplacement. Il faut bien comprendre la logique perverse de tout ça. Il faut aussi détester son histoire. Mais on le délaisse de son histoire parce que c'est plus facile après de l'achever. Et en plus, on ne le délaisse pas de son histoire. On lui raconte une autre histoire. Ouais. Alors, on lui raconte... Moi, ça m'amuse beaucoup parce que je me suis permis d'écrire un ou deux livres d'histoire. Et évidemment, on m'a expliqué que j'étais un révisionniste. Évidemment, ça les embête. On m'a dit, oui, ils citent des historiens qui n'existent pas. Non, c'est des historiens qui ont été mis au placard par le politiquement correct universitaire. Évidemment, ça les embête quand on exhume des historiens qui racontent une autre histoire que celle qu'on raconte à nos enfants. Alors évidemment, on est un révisionniste. Donc si vous voulez, c'est pas qu'on nous enlève l'histoire, on nous raconte une autre histoire où le peuple français doit de lui-même dire « Bon ben ça va, on veut mourir, où est-ce que c'est ? Où est le cimetière ? Qu'on se jette tous, et comme ça, vous serez tranquille. » Alors, c'est ce qu'on appelle l'historiquement correct, d'ailleurs. Absolument. Alors, il est bien, hein ? Il est pas mal. Puisque vous parlez de grands remplacements, cette question, on en parlait tout à l'heure, mais finalement, vous criez beaucoup au grand remplacement, et pourtant, vous ne parlez pas de l'autre racine du mal qui est quand même notre faible taux de natalité, qui est l'évolution de nos mœurs occidentales, et qui finalement se confronte à une pression démographique très forte, qui est présente notamment au Maghreb et en Afrique. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On peut mettre des barrières partout, mais si on fait pas d'enfants... Vous savez, ça c'est toujours une question, vous voyez, en fait, même vous êtes woke. Ah non. Mais si, je vais vous dire pourquoi. Vous êtes dur. Hein. Parce que même vous battez votre coulpe. Ah, c'est parce qu'on fait pas d'enfants qu'on est envahi. Non, moi j'en ai eu 6. C'est bien. Moi, avec mes 3, je suis ridicule, je suis un petit joueur. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Non, mais sérieusement, j'entends bien l'histoire de la natalité, j'entends bien qu'un peuple doit se renouveler, qu'il doit avoir au moins 2 enfants, par femme. J'entends bien tout ça, qu'une population dynamique, c'est une population jeune, etc. Je veux bien. Mais c'est pas parce que les Français font moins d'enfants à un moment de leur histoire. Ils ont fait énormément d'enfants au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et ils ont fait très peu d'enfants au XIXe siècle. Ça leur a coûté déjà très cher. C'est pour ça qu'il y a les guerres avec l'Allemagne. L'Allemagne, à l'époque, a une démographie exubérante. Et donc, elle attaque la France qui ne fait pas d'enfants. Donc, j'entends bien tout ça. Mais il n'empêche que ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser envahir.
il faut quand même si dans un premier temps on comprend qu'il y a une baisse de la natalité française, il faut quand même arrêter l'invasion qui guette. En 14, ils se sont pas dit on va pas se battre puisque de toute façon on est 40 millions et que les Allemands sont 60. Non, ils se sont battus. Donc, si vous voulez, il faut arrêter les flux migratoires car nous subissons une invasion inédite dans l'histoire. Je donne toujours les rapports de force. En 1900, il y a 400 millions d'Européens, il y a 100 millions d'Africains. Ça donne la colonisation. Aujourd'hui, un siècle plus tard, il y a 400 ou 500 millions d'Européens, il va y avoir en 2050 2 milliards d'Africains. Le rapport est toujours de 1 à 4. Vous voyez, c'est simple, on fait le mouvement inverse. Donc soit on accepte et on est... vous savez, je suis très frappé, depuis des années, il y a toujours un responsable politique qui dit l'Europe, c'est l'Amérique, et il faut un Long Island des immigrants. Ils oublient simplement que les immigrants, ils ont remplacé qui? Les Indiens. Donc si on veut être les Indiens, il faut savoir ce que l'on veut. Continuons comme ça, et on sera les Indiens. C'est déjà ce qui se passe. Vous avez vu le rapport de France Stratégie, c'est très simple. Vous avez des villes de vieille immigration depuis 40 ans, c'est-à-dire toutes les banlieues, etc., où c'est réglé. Le remplacement est terminé. Vous avez, les enfants entre 0 et 18 ans, ils sont 80 à 85% d'immigration extra-européenne. Bon. Là, c'est plié. Il ne suffit plus que le remplacement se fasse, que le remplacement de génération. Puis, vous avez des villes qui étaient épargnées. Vous saviez, en Bretagne, Nantes, Rennes, vous aviez des villes un peu retirées, Limoges. C'est les exemples qu'ils donnent dans l'étude de France Stratégie. Et là, vous avez 20% des enfants de 0 à 18 ans qui viennent de l'immigration extra-européenne, c'est-à-dire ce qui était dans les banlieues il y a 40 ans. Voilà, notre destin, il est écrit si on n'arrête pas cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une course-poursuite entre la démographie et la politique. Soit la politique ne fait rien, et c'est la démographie qui l'emporte, et on a la créolisation de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire l'islamisation, soit la politique arrête le phénomène démographique. On a le choix. Alors, éventuellement, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, rapidement, sur effectivement comment ce qu'on fait. Mais vous avez parlé de culture LGBT tout à l'heure. Je voudrais vous entendre sur deux fléaux qui ont probablement détruit l'école de la République. Vous avez d'abord le communautarisme islamique qui contraint de plus en plus l'enseignement. Bon, on a malheureusement célébré récemment l'assassinat de Samuel Paty, et on a l'idéologie LGBT qui a envahi les programmes scolaires. Alors, pouvez-vous me dresser un état des lieux et tenter de nous expliquer comment on a pu en arriver là? Je vais vous dire, ce qui a d'abord détruit l'école, c'est l'effondrement du niveau scolaire. C'est la première chose. Depuis 40 ans, c'est un effondrement continu. On a aujourd'hui, grâce aux comparaisons internationales, l'étendue des dégâts. Et ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on a renoncé à l'école de l'excellence, on a renoncé à l'école du mérite, la vraie école républicaine, dont moi j'ai bénéficié quand j'étais enfant. On a renoncé à cela pour un discours soi-disant démocratique, soi-disant vous savez, l'objectif de l'école n'était plus la transmission des savoirs, mais la réduction des inégalités sociales. Non. La République, ce n'est pas cela. La République, c'est le mérite. C'est-à-dire qu'on dégage une élite, on enseigne à tout le monde avec ses moyens intellectuels peut progresser, et on dégage après des gens qui réussissent plus ou moins bien. Et tout le monde a le droit à l'excellence. C'est ça la République. C'est pas tout le monde est nul, comme ça tout le monde reste dans l'école. Ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est la première chose. Et l'effondrement du niveau entraîne la perte, la baisse de culture, donc la baisse de capacité de jugement, et donc
permet à des idéologies de s'emparer des cerveaux des enfants qui n'ont plus d'anticorps intellectuels. Mais permettez-moi, ça a été fait pour ça. C'était le but du jeu, et comme d'habitude, on arrive toujours à la fin des parties. Et c'est quoi l'objectif? Mais le but du jeu, c'est exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire que comme on a des enfants qui ont moins de capacité de jugement parce qu'ils ont moins de culture, comme on a des enfants qui ne savent plus ce qu'est la France, ou alors, quand ils le savent, ils pensent que elle est criminelle. Je pourrais vous raconter pendant des heures ma propre expérience avec mes propres enfants, ce que les professeurs leur apprennent. Je suis obligé de les rattraper par le col. C'est toujours la France criminelle, la France coupable. Donc, si vous voulez, on leur apprend ça. Et ensuite, comme ils ont un niveau inférieur, à part une petite élite qui arrive à garder le niveau d'avant, j'ai trouvé une étude très intéressante sur le niveau En fait, en 1987 et en 2017. En 1987, les 10% les meilleurs sont capables de faire des choses. Et en 2017, ceux qui sont capables de faire la même chose que les 10% ne sont plus que 1%. C'est-à-dire que la base s'est effondrée et que le quota d'excellents élèves s'est raréfié. C'est ça notre pays aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la première... c'est ça la catastrophe française. C'est ça la tiers-mondisation aussi. C'est ça la tiers-mondisation. Alors, si vous me dites que l'immigration a aggravé tout ça parce qu'on a fait venir des millions de gens qui ont un bagage socioculturel assez faible, oui, mais c'est quand même nous, c'est quand même notre école. Là, je vous rejoins. Bon, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, vous avez raison, dans cette école sinistrée, on a répandu les idéologies LGBT. C'est très révélateur LGBT parce que LGBT a pris possession du mouvement féministe et l'a complètement dirigé vers la théorie du genre, vers le transsexualisme, ce qui provoque d'ailleurs des réactions de certaines féministes historiques très intéressantes, qui se font insulter. Et donc le mouvement LGBT qui n'a rien à voir avec la plupart des homosexuels, parce que ça aussi, ils sont très forts, ils vont faire croire que tous ceux qui critiquent le lobby LGBT sont des homophobes. C'est leur grand truc, ça. Ils sont 10 dans une salle, ils inventent des théories fumeuses, et quand on critique leurs théories, ils disent « Oh là 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 là, c'est parce qu'on est homosexuel ». Ben non. Mais non, c'est votre théorie qui sont fumeuses. C'est pas pareil. Mais alors, pardon, parce que j'avance, mais la culture LGBT, donc vous en parlez dans les programmes scolaires, pardon, je vais peut-être vous laisser terminer. Oui, mais elle a aussi envahi la sphère médiatique, les plateformes streaming, la publicité, même le droit positif, alors qu'en réalité, c'est défendu par une minorité, mais comment fait-on? Pourquoi ne se défend pas? Pourquoi est-on lâche à ce point-là à défendre ne serait-ce que le sens commun? Il y a un affaiblissement du caractère. J'ai jadis étudié ça dans un livre qui est Le Premier Sexe. Alors maintenant, j'ai vu que Madame Pécresse et Monsieur Castaner épluchaient mon livre 15 ans après, il n'est jamais trop tard, pour essayer de tirer quelques phrases pour montrer à quel point je suis horrible. Donc je dénonçais cela déjà. Je dénonçais ce que j'appelais la dévirilisation et donc le manque de caractère. Mais profondément, je pense que là, si vous voulez, nous avons une situation très particulière historiquement. Je veux dire par là que, en fait, au XIXe siècle, tout le monde connaît le grand Tocqueville, qui a fait une analyse très brillante des conséquences de l'avènement de la démocratie. Et Tocqueville a expliqué que le risque, c'était la dictature de la majorité. Et pour contrer la dictature de la majorité, il a expliqué, toujours esprit fin et grand écrivain, qu'il fallait mettre des contre-pouvoirs. Alors les contre-pouvoirs, c'était dans son esprit la justice, ce qu'il n'appelait pas la décentralisation, mais ça voulait dire ça, les élus locaux, vous voyez, et les associations. Bon. Sauf que 100 ans plus tard, 150 ans plus tard,
on a retourné Tocqueville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont devenus les pouvoirs. Les juges se prennent pour des justiciers à main pure, aux mains pures. Les élus locaux, beaucoup se jouent grands féodaux, et les minorités, les associations, instrumentalisent la justice pour imposer leur volonté. Oui, mais et instrumentalisent, les médias instrumentalisent tout ce qu'on a dit, toute la machine de propagande médiatique à leur service. Donc en fait, si vous voulez, on a retourné l'analyse de Tocqueville pour imposer la dictature des minorités. Et la dictature des minorités sur une majorité qui n'en peut mais. Oui, mais tout le monde est terrorisé. Tout le monde le moindre politique n'ose pas dire le début d'un mot. Tout le monde est terrorisé parce qu'ils ont à leur service l'arme médiatique et l'arme judiciaire. Et l'État, quand il est dans la main d'Emmanuel Macron, est aussi leur fer de lance. Et désormais, vous avez vu, ils ont aussi la Commission européenne de Bruxelles, qui est à leur service. Quand il y a des États qui se révoltent justement contre sa dictature des minorités, on pense évidemment à la Hongrie, à la Pologne, elles sont tensées par la Commission de Bruxelles, qui leur fait le chantage absolument ignoble aux subventions européennes. Donc vous voyez, les ramifications sont puissantes et sont nombreuses. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de s'attaquer au lobby LGBT parce qu'effectivement on pouvait être taxé d'homophobe. Alors il y a eu ces dernières années, et notamment ça a été un combat qui a été porté à Versailles, en particulier le combat contre la loi dite Taubira, et c'est quand même ça a été une défaite absolument à la fois politique, peut-être pas culturelle, mais politique à l'évidence. Et dans votre ouvrage, vous vous moquez d'ailleurs un peu de cette France bien élevée qui a défilé. Pourquoi ce combat était si magistralement perdu alors qu'il était porté par des millions de gens ? Pour plusieurs raisons. D'abord, je dis d'ailleurs dans le livre, et c'est horrible ce que je dis d'ailleurs, je m'en rends compte quand je l'écris, c'est tout simplement parce que les manifestants étaient pacifiques et qu'ils n'ont rien cassé. Et c'était la première raison parce que le pouvoir n'a pas eu peur. Et comme il n'a pas eu peur, il n'a pas cédé et ça a permis à François Hollande de se la jouer homme de gauche. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que il y a si vous voulez, la sociologie de la Manif pour tous était plutôt bourgeoise. Dans ma bouche, c'est pas une insulte, hein. Je suis moi-même devenu un bourgeois. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en France, et c'est tout le sens de mon combat actuel, on ne gagne contre les forces qu'on a en face de nous que s'il y a une alliance entre la bourgeoisie patriote et les classes populaires. Merci. C'est la grande thèse de Patrick Buisson. Ils sont d'accord avec moi. Et les classes populaires sont restées étrangères à ce combat. C'est triste, hein, parce que moi, vous savez que j'étais à vos côtés et que sur les plateaux télé, j'ai mené ce combat farouchement, mais j'ai bien senti, et vous confirmez dans les sondages, que les classes populaires n'ont pas suivi, qu'elles ont estimé que c'était un combat vain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver les axes qui rassemblent ces deux sociologies. Et je pense que le sujet qui rassemble ces deux sociologies, c'est la question, au sens large, identitaire et de l'immigration. Je pense que c'est le sujet qui rassemble. Et donc nous devons, c'est ce que je fais, hein, porter ce thème, parce que c'est celui qui va nous permettre de balayer tous nos adversaires. Les autres combats, qui ne sont pas moins importants, qui sont importants aussi, hein, vont plutôt nous faire perdre. Vous voyez ? Donc je pense qu'il faut avancer avec le thème qui rassemble. Ensuite, nous verrons bien. Mais je pense que c'est ça la bonne tactique. Alors, on parlait tout à l'heure d'Europe. J'avance.
Et on va revenir à l'Europe parce que vous avez changé radicalement une de vos positions un peu, je dirais, historiques peut-être, sur la monnaie unique. Vous avez longtemps soutenu que la sortie de l'euro était le seul moyen de mettre un point d'arrêt à notre déficit commercial, qui a quand même atteint 67 milliards d'euros en septembre, vous le rappeliez tout à l'heure. Pourquoi ce revirement ? Pour deux raisons. D'abord, je vous l'ai dit et je l'ai écrit, je pense que la question proprement souverainiste, et donc de l'Europe, de l'euro, etc., est la question des années 90. Et moi, vous voyez, je suis comme la Manif pour tous, j'ai aussi des défaites. Et donc nous avons perdu cette bataille, Maastricht et les années suivantes. Aujourd'hui, je pense que la question urgente, urgentissime, est la question identitaire. Vous savez, c'est Rousseau qui explique ça très bien. Les Polonais lui demandent que faire. Ils sont, vous savez, ils ont eu les fameux partages de la Pologne en 1783, je crois, et 1792. J'espère que je ne me trompe pas. Ils sont partagés entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Et donc, les élites polonaises demandent à Rousseau qu'est-ce qu'il faut faire. Et Rousseau dit, vous avez perdu la souveraineté, il faut sauvegarder votre identité. Parce qu'un jour, ainsi, si vous gardez votre identité, vous pourrez retrouver votre souveraineté. Je pense que nous en sommes là. Notre souveraineté a été largement réduite, si j'ose dire, puisqu'on a distribué généreusement à l'Europe des pans entiers de notre souveraineté. Et là, maintenant, c'est notre identité qui est en cause. Donc il faut sauvegarder notre identité pour recouvrer petit à petit notre souveraineté. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison tactique que je vous ai dit, discuter de l'euro aujourd'hui, on l'a vu en 2017, ça divise l'axe sociologique que je souhaite rassembler. Vous avez vu. Donc c'est pas la peine. Bon. Troisièmement, et là on est sur le fond, je pense effectivement que la politique de Francfort, puis l'entrée dans l'euro, a été une des causes de la désindustrialisation française. Bon, je maintiens cette analyse. Mais je pense aujourd'hui qu'en sortir, ça causerait un nouveau tourment et voilà, un nouvel affaiblissement. Par ailleurs, il faut dire que la politique de la Banque centrale européenne depuis Draghi est radicalement différente. Et que, d'ailleurs, ce n'est pas sans poser quelques problèmes, mais on a retrouvé une espèce de politique d'aide aux États, par des chemins détournés, mais qui ne trompent personne, qui fait que les États peuvent s'endetter. C'est pour ça que je dis que ça a des effets délétères, mais en tout cas, ce n'est plus la politique suivie par Jean-Claude Trichet et le premier gouverneur de la Banque centrale européenne. Donc, je pense, pour toutes ces raisons, c'est toutes ces raisons qui m'ont fait, en vérité, évoluer. Et pourtant, l'Europe est, sur les autres aspects, est très impuissante, parce que quand vous dites, en fait, face aux périls qui se mettent face à nous, il faut que, j'imagine, nous soyons ensemble. Et pour être ensemble, il faut que nous soyons unis, que nous soyons évidemment tactiques. Or, aujourd'hui, chacun joue sa partition. On l'a vu avec le Covid-19, l'Europe a montré une impuissance incroyable. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Le problème, c'est que l'Europe n'a pas à être impuissante parce que l'Europe n'a pas à être puissante. Si vous voulez, il faut comprendre qu'est-ce que l'Europe. Soit on est macronien et on vibre à la chimère des États-Unis d'Europe et on vibre à l'autonomie stratégique européenne. Ce sont des chimères. Moi, j'appelle ça des chimères hugoliennes. Vous savez, le grand texte de Victor Hugo. Demain, il n'y aura plus d'Anglais, il n'y aura plus d'Allemands, il n'y aura plus de Russes, et tous seront aussi unis que les Auvergnats, les Bretons et les Corésiens dans les États-Unis d'Europe. Voilà. Ça, c'est une vision de poète, grandiose, sublime, mais qui n'arrivera pas, en tout cas à l'échelle humaine. Il y a, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Voilà. Ça, on revient sur Terre. Le problème, c'est que nous avons des dirigeants, et en particulier Emmanuel Macron, qui sont prêts à sacrifier les intérêts français pour suivre leur chimère européiste. Et le problème, c'est que, par exemple,
on le voit bien dans son concept de défense européenne et d'autonomie stratégique européenne. Il est le seul à penser ça. Tous les autres Européens pensent que la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN. Et que l'armée européenne, ça s'appelle l'armée des États-Unis d'Amérique. Emmanuel Macron s'évertue à leur expliquer le contraire, il s'en moque. Je me souviens que la ministre des Affaires étrangères allemande lui avait dit crûment son propos, en lui disant que c'était des chimères. Il ne veut pas entendre. Et peut-être parce qu'on est le seul pays à avoir encore une armée en Europe. Oui, mais justement. D'abord, on a une armée, oui, on a encore une armée, mais on pourrait partir sur ce sujet. On a une armée échantillonnesque. C'est-à-dire qu'on a de tout à petite quantité. Donc, quand on fait la guerre, on a des soldats formidables, on a toutes les armes qu'on veut, à part les drones, mais au bout de 3 jours, on n'a plus rien. On est obligé d'aller demander aux États-Unis pour qu'ils nous donnent des balles, des bombes pour nos avions, etc. On ne peut pas faire la guerre plus d'une semaine. Si vous voulez, c'est quand même embêtant. Et en plus, c'est là où le problème est plus grave, c'est que, au nom de l'Europe, on va chercher des coopérations à toute force avec l'Allemagne. L'Allemagne, elle fait ça uniquement pour nous prendre les compétences qu'on a gardées dans un de nos rares domaines d'excellence encore, qui est l'industrie d'armement. Mais, pour elle, le patron, ce sont les États-Unis. Et donc, à chaque fois, c'est le même cirque, c'est-à-dire que les Français font des efforts pour se rapprocher des Allemands, et les Allemands les emmènent à papa américain. Et tout le monde se soumet à papa américain. C'est ça la logique européenne d'Emmanuel Macron. C'est finalement, au nom de l'Europe et au nom du couple, encore une autre chimère, du couple franco-allemand, on se soumet tous aux États-Unis, qui en vérité se moquent de l'Europe. Eux, ils sont dans leur grand duel du XXe siècle avec la Chine. L'Europe, c'est fini pour eux, c'est plus un sujet. Ils veulent des alliés obéissants et soumis. Ils nous l'ont bien montré avec l'affaire australienne. Le reste, ils s'en moquent complètement. Eux, ils veulent leur grand affrontement avec la Chine. Donc, si vous voulez, les Européens sont peut-être aveugles. Hein. Peut-être qu'Emmanuel Macron a raison conceptuellement, mais il a tort rationnellement. Donc, ce qu'il faut, c'est reprendre en main notre propre défense, remettre beaucoup d'argent dans notre budget de la défense, alors qu'on en a baissé depuis 20 ans de façon inconsidérée, d'où notre armée échantillonnesque, et reprendre effectivement notre stratégie d'indépendance, quitte pour cela à sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, puisque de toute façon, l'OTAN n'a plus lieu d'être en vérité depuis 1989. Alors, je vous remercie. Comme il faut avancer parce que le temps passe vite, je continue à naviguer, je reviens en France sur un sujet qui est aussi d'actualité, les énergies renouvelables. Pendant qu'à Ollières, dans le Var, les habitants, pendant le confinement, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux sans attestation, sans risquer une amende. Et pendant ce temps-là, on a construit 22 mâts éoliens de plus de 120 mètres de haut, sans permis de construire, devant la montagne Sainte-Victoire. Alors, quels intérêts se cachent derrière cette industrie pour que l'autorité publique ferme ses yeux à ce point-là? C'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas de révélation à vous faire. Ce que je sais, c'est que il y a eu, là aussi, Emmanuel Macron a fait tout et son contraire pendant son quinquennat. Il a d'abord sacrifié le nucléaire au profit des énergies non renouvelables. Et désormais, il nous dit qu'il faut faire du nucléaire. En fait, notre système énergétique est tout à fait particulier dans le monde. Nous sommes un des pays qui a le plus faible taux d'émissions de CO2, tout simplement parce que notre mix électrique, le fameux mix électrique comme on dit aujourd'hui, est à 80%, à 85% entre le nucléaire et l'hydraulique. Il n'émet absolument pas de CO2. Nous sommes les seuls en Europe. Et donc, vous voyez bien que, en fait, pour réduire encore notre taux de CO2, il ne faut pas toucher à cela.
Et il ne faut pas mettre en danger ce mix électrique. En revanche, on peut essayer de réduire les énergies fossiles dans les bâtiments, vous voyez, dans l'industrie, etc. C'est une autre action. Mais les éoliennes sont contre-productives dans cette histoire. C'est des gouffres à subvention. Tout le monde sait désormais que leur production et de productivité, plutôt, parce qu'on devrait dire ça, est à 25% de leur capacité. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans les centrales à charbon, on va chercher dans les centrales à gaz. C'est exactement ce que font les Allemands, qui émettent 2 à 3 fois plus de CO2 que nous, uniquement à cause de ça, parce qu'ils ont arrêté le nucléaire et qu'ils se développent leurs éoliens. En plus, les éoliens sont des espèces de monstres de béton qui tuent les oiseaux, qui font du bruit, qui enlaidissent tout le paysage, et en plus qui sont importés de Chine ou d'Allemagne, alors que le nucléaire était une technologie française, et que M. Macron a non seulement fermé, comme chacun sait, la centrale de Fessenheim, mais en plus, il a arrêté une technologie qui était très prometteuse, qui était appelée Astrid, et qui permettait de faire de l'énergie à partir des déchets. Donc ça commençait de régler le problème majeur de l'énergie nucléaire que sont les déchets. Mais même d'ailleurs ce problème des déchets, ça tient, vous savez, aujourd'hui, les déchets, ça tient dans un grand hangar. Donc c'est pas aussi terrible que cela. Donc je pense qu'il y a là, et maintenant, Emmanuel Macron, qui a mis 4 ans à comprendre cela, il est un peu lent à la compréhension, ou alors... l'ère de la présidentielle le rend plus vif. Et donc là, il comprend qu'il faut faire quelque chose, et il nous annonce qu'il y a... on va avoir une création soudaine de petites centrales nucléaires, les fameux SMR. Sauf que, non seulement il y a d'autres pays qui nous ont précédés, États-Unis, Chine, Russie surtout, mais en plus, comme il a laissé en déshérence le nucléaire depuis 4 ans, nous ne maîtrisons pas cette technologie des petites centrales nucléaires qu'il annonce. Donc c'est une fois de plus quelque chose de complètement utopique, illusion, dans cette histoire, alors que nous avions une technologie compétitive pour une fois, française, et qui en plus était favorable à la lutte pour le climat et contre le CO2, on l'a pas laissé tomber complètement, parce que ça reste quand même 70% de notre électricité, mais on a perdu des compétences, parce que depuis des années, on donne l'impression que c'est fini, que son avenir est derrière elle, et qu'on va abandonner l'énergie nucléaire. Et il y a un conflit terrible au sein des autorités gouvernementales, entre le ministère des Finances, de l'économie des finances, qui pousse au nucléaire depuis 4 ans, et le ministère de la Transition écologique, que ce soit Hulot ou Barbara Pompili, qui pousse au contraire aux éoliennes et contre le nucléaire, et Macron, en fait, a mis 4 ans et demi à trancher. C'est 4 ans et demi de perdu. Oui, enfin, il n'a pas vraiment tranché. Enfin, il a fait du en même temps. Semblant de trancher, ouais. Il a fait du en même temps, puisqu'il a mis en place un plan de développement éolien, il a réduit les possibilités d'agir contre les permis de construire. Enfin bon. Alors, cher Éric Zemmour, maintenant, on va être plutôt sur un volet de reconstruction pour terminer cette causerie. Premier sujet, évidemment, qui en plus, je dirais, vous intéresse en particulier, mais tout le monde dans cette salle, c'est comment est-ce que vous voulez relancer l'assimilation et mettre un terme à l'immigration sans risque d'hystériser le débat public et même, je dirais, de blesser les individus, parce qu'on vous reproche souvent de ça. Que répondez-vous à ceux qui vous disent attention, vous allez déclencher une guerre civile? Câble. D'abord, je pense que c'est pas moi qui décapite les gens en pleine rue. Donc ça me fait toujours rire quand on me dit ça, si j'ose dire. Je pousse à la guerre civile. Mais qui vient avec des kalachnikovs et tue 130 personnes au Bataclan? C'est moi. Qui égorge un professeur dans la rue en criant à l'Akbar? C'est moi. Qui tue un prêtre dans son église? C'est moi. Donc il faut peut-être arrêter 2 minutes avec à chaque fois ces accusations dont on m'abreuve.
Moi, je pense que la politique, c'est annoncer le pire et non pas le meilleur pour pouvoir l'empêcher et lutter contre. Je pense que c'est ça qui est important. Et effectivement, nous sommes dans un début de guerre civile, dans une guerre civile à bas bruit, dans une guerre civile, appelez-le comme vous voulez, qui est en vérité une guerre de religion et qui est en vérité une conquête par une religion d'une terre qui appartenait à une autre, qui est dans le cadre d'un flux et d'un reflux millénaire depuis que l'islam est arrivé sur la terre au 7e siècle. Il n'a cessé d'affronter le christianisme. Et il y a des vagues de reflux pour la conquête de cette Méditerranée si chérie. René Grousset, l'historien, oublié malheureusement aujourd'hui, injustement, a écrit des pages absolument indépassables là-dessus. Il explique très bien ça, ce flux et ce reflux permanent. Il l'insère d'ailleurs de façon très brillante dans la lutte entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident, depuis la Grèce antique, a lutté contre l'Orient, les Perses, puis l'Empire romain contre l'Orient, et l'islam est simplement le porte-drapeau, dit-il, que l'Orient a trouvé pour combattre le monde occidental dont le christianisme a retenu l'héritage. Vous voyez, c'est dans ce cadre-là qu'il faut bien comprendre les évolutions. Alors quand vous me dites « je blesse les gens », peut-être que je blesse les gens, mais moi, je les respecte en même temps. Je leur dis exactement, vous savez, ils sont pris dans une histoire plus grande qu'eux. Comme disait Raymond Aron, l'homme fait l'histoire, mais ne sait pas l'histoire qu'il fait. Je n'accuse pas les individus. Je dis simplement, il y a un mouvement historique qui nous dépasse et dont il faut prendre conscience pour pouvoir savoir ce que l'on veut. C'est ce que je vous disais au début de notre discussion. Est-ce qu'on veut rester une terre chrétienne et gréco-romaine ou est-ce qu'on veut devenir une terre islamisée? C'est ça le sujet. Si on veut rester une terre gréco-romaine et chrétienne, il faut s'en donner les moyens. Bon. Après, vous demandez comment on refait l'assimilation. D'abord, parce que c'est la seule solution, c'est assimiler des gens qui sont là. Vous m'avez présenté au début, et vous avez tout à fait raison de dire que moi, je viens du sud de la Méditerranée et que j'avais une culture, enfin mes ancêtres avaient une culture de cette région-là. Mon père et mon grand-père parlaient un arabe parfait. Mon grand-père parlait mieux arabe que français. Vous voyez, on boucle la boucle. Donc effectivement, vous avez raison, toute assimilation est possible. Mais, comme dit le général de Gaulle, on assimile des individus, pas des peuples. C'est la première chose. Or, nos élites et nos gouvernants, depuis 40 ans, ont laissé se développer des diasporas gigantesques qui sont devenus des peuples et qui vivent selon leurs lois, selon leurs dieux, selon leur langue bien souvent, et qui ne reconnaissent pas et qui se considèrent un peu avec l'arrogance de conquérants. Oui, donc, il faut arrêter cette conquête. Si vous arrêtez les flux migratoires, comment concrètement vous faites pour assimiler justement ces peuples qui sont maintenant en France? Alors, si on arrête déjà les flux migratoires, c'est déjà un grand succès. Ça veut dire qu'on prend des mesures très fortes pour arrêter les 275 000 entrées légales, pour arrêter les 140 000 ou 170 000 droits d'asile qu'on ne renvoie jamais, pour arrêter les clandestins. Oui, déjà, c'est un effort énorme qui demandera une lutte politique considérable contre les médias, contre les juges, contre la gauche, etc., contre l'Europe. Bon. Mais ça permettra de s'occuper de ceux d'ici. Parce que, vous comprenez, les derniers arrivants culpabilisent ceux qui sont là déjà et qui, pour certains, essayent de vivre à la française. Vous avez vu jusqu'où va cette culpabilisation. Cette culpabilisation va jusqu'à brûler sa femme quand elle veut vivre à la française. Ça va loin. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos banlieues. Bon. Donc, pour s'occuper ensuite de cela, il faut remettre les règles de l'assimilation qu'on a toujours utilisées. Alors, on m'a beaucoup tensé, moqué, brocardé sur l'histoire des prénoms, mais je continue de penser
que c'est un symbole, que c'est pas un truc essentiel, mais c'est un symbole de la défrancisation. Et donc il faut le reprendre comme symbole de la francisation, de la volonté de francisation. D'ailleurs, quand je rencontre des gens qui viennent me voir, ils me disent moi je suis fils d'Italien, moi je suis fils d'Espagnol, moi je suis fils d'Asiatique, moi je suis fils ou fille de Berbère, et mon père a changé son prénom. Il y a une très belle page dans un livre de Robert Badinter, qui raconte très bien comment, quand son père est arrivé de Pologne, il a lui-même changé son nom parce qu'il trouvait que Samuel, c'était encore trop juif polonais. Et qu'il a donné évidemment des prénoms, Robert, à son fils et à son autre fils, je ne sais plus quel prénom. C'était la France. Il n'y a aucune raison que ceux d'aujourd'hui ne se soumettent pas aux mêmes règles que les autres. Et puis après, il y a l'école. Je vous ai dit tout à l'heure, la base de l'assimilation, c'est l'école. C'est refaire des Français par l'école, par la culture, par la littérature, par le français, la langue française. Vous savez, la langue a un effet performatif sur les cerveaux. Je ne suis pas du tout un scientifique, mais parler une langue, ça transforme le cerveau. Et bien parler la langue française, ça rend français. Parce que tout simplement, on s'imprègne d'une structure linguistique. Je veux dire, j'espère que les spécialistes ne vont pas me condamner, mais je pense vraiment, c'est important de parler une langue. Ça vous transforme. Donc, apprendre son histoire, moi je sais que, pour moi, être français, je vais vous dire, c'est que Napoléon est son grand-père et que Jeanne d'Arc est son aïeul. C'est ça être français. C'est-à-dire que s'approprier l'histoire de France en considérant que les défaites sont vos défaites et que les victoires sont vos victoires. Moi, je suis encore en train de me demander, vous voyez, pourquoi il perd à Waterloo, pourquoi il va en Russie, etc. C'est une histoire qui est la mienne. C'est une histoire de ma famille. J'étais pas à Eylau dans la charge avec Murat. Alors, il y a aussi, effectivement, vous parliez de leur apprendre à aimer notre histoire, nos racines, et ça, c'est peut-être une des choses les plus indispensables. C'est Jean-Marie Rouard qui l'écrivait dans une tribune du Figaro l'année dernière, que l'expansion de l'islam se nourrissait de la déchristianisation massive de notre pays. Alors, comment redonnerez-vous à ces Français, mais même à tous les Français, le goût de leurs racines, l'envie de faire revivre leurs traditions, la volonté aussi de protéger leurs églises qui sont désespérément vides? Ouais. Mais je vous dis, il y a tout un, comment vous dire, tout un écho, j'allais dire, un écosystème à réinventer. On a parlé de l'école, on pourrait parler de la télévision. Aujourd'hui, la télévision, en particulier le service public, est une machine à dénigrer la France. Il faut que ça cesse. Il y a le cinéma, la culture, le patrimoine. Vous voyez, il y a tout un ensemble c'est une politique culturelle gigantesque de transmission de la culture, de transmission de notre héritage. C'est la base. C'est comme ça qu'on refait des Français. Donc vous vous y attellerez? En tout cas, c'est ça qu'il faut faire, d'après moi. Alors, nous arrivons à la fin de cet échange. En 2017, la classe politique de gauche a été emportée par une vague de dégagisme historique. Le Parti socialiste n'existe plus. Face aux atermoiements des Républicains qui ne désigneront leur candidat que début décembre, la droite ne s'apprête-t-elle pas à subir le même sort? Je le pense. Je pense que on est arrivé au bout d'une évolution qui a vu, si vous voulez, des élites de droite devenir de plus en plus à gauche, alors que le peuple de droite de ses électeurs était de plus en plus à droite. Et là, on arrive, je pense, à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien les évolutions. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait jadis, dans les années 70-80, deux grands partis, le RPR et l'UDF. Il y avait le RPR qui était bonapartiste, qui était patriotique, qui était social aussi. Et il y avait l'UDF qui était plutôt européiste, libérale et décentralisatrice.
le RPR s'est fondu dans l'UDF. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un échange. Les Chiraciens ont gardé les places, parce que pour eux, c'est la seule chose importante. Et l'UDF a donné l'idéologie. Et ça a donné l'UMP, ça a donné LR. Donc aujourd'hui, en fait, vous voyez les candidats LR, ce sont des candidats UDF, ce sont des candidats centristes, qui font semblant, pour la campagne, de reprendre des thèmes qu'on pourrait dire RPR, qu'on pourrait dire plus patriotiques. Bon. C'est un jeu de rôle, vous avez bien compris. Personne n'est dupe. En vérité, moi, j'explique partout que ce que je veux, c'est refaire le RPR. Et je constate que de l'autre côté, M. Édouard Philippe, fils spirituel d'Alain Juppé, veut refaire l'UDF. Vous voyez, tout se transforme, rien ne se perd. Donc, en fait, LR n'a plus de raison d'être. Alors, vous aviez fini. Nous devons conclure, cher Éric Zemmour. Et j'aimerais que vous nous donniez terminiez sur une note d'espoir. Alors, comment redonner à tous ces gens qui sont ici ce soir, comment redonner à tous les Français la fierté qu'ils ont perdue, le moral, parce que c'est important, et surtout l'espoir de lendemain meilleur? Je pense vraiment que pour redonner... Moi, je suis très frappé. Vous savez, je fais une tournée là depuis un mois et je suis allé à Nice, à Lille, je suis allé à Ajaccio, je suis allé à Nîmes, à Béziers, à Toulon. Et à chaque fois, les gens partout me disent la même chose. Vous nous donnez de l'espoir. Au début, j'étais assez sidéré parce que je pense que je tiens un discours un peu dur, un peu... Vous voyez, je les mets face au destin de la France qui peut être tragique si on ne fait rien. Et finalement, j'ai réfléchi et j'ai compris. En fait, c'est comme sur un bateau. S'il y a une tempête et que le bateau va prendre l'eau, si le capitaine dit « mais non, c'est rien, c'est un petit vent frais qui va vous rafraîchir », c'est angoissant. Si le capitaine vous dit « c'est une tempête », c'est la plus terrible tempête qu'on ait vécue depuis des années. Mais si on se met tous ensemble et qu'on se bat et qu'on sait qu'on va pouvoir traverser cela, mais on sait que la tempête va être terrible, et bien finalement, ça nous redonne de l'espoir. Merci, cher Éric Zemmour, pour la clarté de vos propos. Merci de votre courage. Merci d'être venu nous visiter. Merci à vous. Vous pouvez retrouver Éric Zemmour en salle en dessous pour Merci, une séance bonne soirée, de signature. à tout à l'heure.